Nous sommes partis de San Francisco, point de départ de cette boucle dans l'ouest des États-Unis. Après avoir quitté la Californie et traversé une partie de l'Oregon, la route 30 traverse les villages de l'Idaho, une région agricole, pour nous mener à la réserve naturelle de Crater of the Moon. Crater of the Moon s'est formé il y a 15 000 ans. Il reste très bien conservé avec ses vastes étendues de lave refroidie et ses cônes de cendres volcaniques. Le site contient 3 grandes coulées de lave qui s'étendent le long du rift de l'Idaho, dans la plaine de la Snake River. Ces premiers paysages volcaniques sont une invitation à rouler vers le nord et rejoindre le parc national de Yellowstone. Créé en 1872, Yellowstone est le plus ancien parc national au monde et le deuxième plus grand parc des États-Unis en dehors de l'Alaska. Le parc de Yellowstone est situé sur un haut plateau à une moyenne de 2400 mètres d'altitude. Le climat qui règne à Yellowstone est montagnard, les hivers sont froids et neigeux, les étés relativement chauds. Yellowstone est célèbre pour ses phénomènes géothermiques. Il contient 2/3 des geysers de la planète et de nombreuses sources chaudes. Yellowstone est ce qu'on appelle un supervolcan qui se manifeste sous la forme d'une caldeira de 60 km de diamètre alors que les volcans classiques sont plutôt coniques. Ces éruptions dépassent de loin celles des volcans classiques. Le plus célèbre geyser est le Old Faithful Geyser, le vieux geyser fidèle. Ce dernier a la particularité d'entrer en activité à intervalles presque réguliers de 60 minutes. Ses eaux jaillissent à une hauteur proche de 40 mètres. Il est situé à proximité du Old Faithful Inn, un des plus anciens hôtels historiques du parc datant de la fin du XIXe siècle. Autorisation en poche, nous partons explorer les zones moins actives et plus sauvages à la découverte de la flore et de la faune du parc. 80% de la superficie de Yellowstone est recouverte par la forêt. Le reste du parc est constitué de zones humides ou tapissées de prairies. Les squelettes de pins témoignent du passage des incendies naturels et nécessaires au renouvellement de la forêt. Ici, les feux provoqués par la nature ne sont pas ressentis comme une catastrophe, mais comme un mal nécessaire. À la tombée de la nuit, nous installons notre camp près d'un lac volcanique.
2550 mètres d'altitude au Malhar Lake, dans une forêt de grizzlies et d'ours. Heureusement, ils sont pas venus nous voir. Pour nous protéger de toute attaque éventuelle de grizzlies ou d'ours bruns, on est obligé d'attacher notre sac là-haut avec la nourriture, tout ce qui a touché la nourriture, les ustensiles de cuisine, les habits qu'on a utilisés pour cuisiner. Donc ça doit être à 8 mètres de hauteur et la tente, elle, se trouve à 100 yards. Manger. Une loutre timide nous rend une petite visite. La forêt abrite de nombreux rongeurs que l'on peut observer au détour des chemins. De retour dans la partie active de la caldeira, le long de la grande boucle, nous découvrons de nouveaux geysers et sources chaudes. Le lac de Yellowstone, créé lors d'une éruption mineure il y a 640 000 ans. Les rivages du lac sont bordés de geysers dont les manifestations sont sporadiques et de bassins chauds dont les coloris n'ont rien à envier aux eaux turquoises des mers chaudes. Yellowstone est un sanctuaire pour les bisons, présent depuis la préhistoire et récemment sauvé de l'extinction. En 1902, on pouvait compter moins de 50 bisons dans le Yellowstone. Ils sont aujourd'hui environ 4000 dans le parc.
Bonsoir, nous allons dormir à Cascade Lake. Le parc abrite plusieurs autres espèces animales représentant très bien la faune du continent nord-américain, comme le cerf de Virginie. Les rivières de la Yellowstone et de la Snake, qui prennent toutes les deux leur source dans le parc, s'éloignent dans des directions opposées. La première rejoint le golfe du Mexique en se jetant dans le Missouri, un affluent du Mississippi, tandis que la Snake rejoint le fleuve Columbia qui se termine dans l'océan Pacifique. Les cours d'eau du parc sont principalement alimentés par la fonte des neiges au printemps. Le parc compte 290 chutes d'eau mesurant plus de 4,50 m de hauteur et coulant toute l'année. Les chutes les plus hautes sont celles de Lower Falls qui mesurent 94 mètres. Le nom Yellowstone, qui se traduit par pierre jaune en français, provient de la couleur des rochers que l'on peut voir dans le Grand Canyon de Yellowstone, qui a été formé lors de la dernière glaciation avant d'être fortement érodé par la rivière Yellowstone. Contrairement aux apparences, la couleur des pierres provient de l'altération hydrothermale du fer qu'elles contiennent et non du soufre qui est toutefois présent. Dans la prairie se trouvent des chèvres antilopes. Le parc de Yellowstone abrite une soixantaine d'espèces de mammifères, parmi lesquels le loup gris, le lynx et le grizzly, mais ils sont rares et difficiles à observer. Les bonnes habitudes ne se perdent pas. Même si les ours ne semblent pas vouloir se montrer la journée, nous avons été approchés de nuit. Quelques oies bernaches partagent notre campement. À l'entrée nord du parc se trouve le village de Mammoth Hot Springs, célèbre pour ses sources chaudes. Yellowstone compte de nombreuses sources chaudes permanentes. Pendant leur trajet souterrain, les eaux chaudes se chargent de calcaire en dissolvant les roches. Lorsqu'elles atteignent la surface, le calcaire se dépose sous l'effet du refroidissement des eaux, ce qui a pour conséquence la formation de sculptures naturelles de formes diverses, comme par exemple des vasques en cascade. Une de ces formations calcaires se nomme Mammoth Hot Springs.
Ces eaux chaudes facilitent la survie des animaux lors de la période hivernale et font partie d'un écosystème très particulier et très rare sur la planète. Plus au sud, le parc abrite également le plus grand geyser au monde, sous le nom de Steamboat Geyser. Il atteint une hauteur de 120 mètres, mais la fréquence de ses éruptions est très irrégulière, entre 5 et 50 jours. Les mares de boue sont en général de même nature que les sources chaudes, à la différence près que le jaillissement de l'eau surchauffée et acidifiée par les solfatars a pris source dans une zone sédimentaire. L'eau surchauffée et l'acide ont corrodé, décomposé et fondu ces sédiments. On peut observer à la surface des mares de boue des perpétuelles remontées de bulles de gaz. Des chiens de prairie côtoient les bassins d'eau chaude. Sans le savoir, nous approchons de ce qui est certainement un des plus beaux et spectaculaires sites du parc de Yellowstone. Grand Prismatic Spring est un cratère géant d'eau chaude qui est en majorité composé de soufre et d'oxyde de fer. Ces organismes thermophiles bruns, jaunes, verts et bleus habitent et colorent les eaux chaudes de cette marmite géante de 75 mètres de diamètre. Chaque minute, plus de 2000 litres de liquide brûlant montent des entrailles de la Terre et viennent remplir cette cuvette volcanique aux couleurs irréelles. C'est en prenant de l'altitude que le spectacle de la nature se révèle exceptionnel. À la sortie du parc de Yellowstone, nous voici au pied de la chaîne des Tetons, dans le Wyoming. Ces pics majestueux font partie de la chaîne des montagnes rocheuses. Le sommet le plus élevé est le Grand Teton, avec 4197 mètres d'altitude, mais 12 autres sommets dépassent 3600 mètres. Nous partons pour une courte randonnée à la découverte de la faune et de la flore locale. « 200 km au sud, entre le Colorado et l'Utah, changement de décor sur la route 70 qui nous mène au Arches National Park.
Placé au cœur du plateau du Colorado, à une altitude variant entre 1245 mètres et 1723 mètres, le parc des Arches couvre une zone désertique majoritairement constituée de grès rouge travaillés par l'érosion. Un court séjour à pied et en voiture permet d'observer les formations les plus caractéristiques du site qui s'étend sur 310 km² à l'est de l'Utah. À proximité des Arches, le promontoire rocheux de Dead Horse Point marque l'entrée des canyons creusés par la rivière Colorado. Nous poursuivons notre route vers le sud en suivant la rivière Colorado. Le parc national de Bryce Canyon n'est pas véritablement un canyon, mais plutôt un gigantesque amphithéâtre naturel créé par l'érosion de la partie est du plateau de Pennsengund. L'endroit est remarquable par ses structures géologiques extraordinaires, les oudous formés par l'action du vent, des précipitations et du gel. Les roches prennent ici des couleurs exceptionnelles, allant du rouge au blanc particulièrement spectaculaire au coucher du soleil.
Le parc national de Zion est situé près de Springdale, dans l'Utah. Il s'étend sur 593 km² et culmine à 2660 mètres d'altitude. Créé en 1909 en tant que monument national du Munkuntuwip, il est classé parc national en 1919. Zion vient d'un ancien mot hébreu signifiant refuge ou sanctuaire. Il jouste le plateau du Colorado, le Grand Bassin et le désert de Mojave. La partie du parc la plus connue est le canyon de Zion, qui fait plus de 24 km de long et parfois 800 mètres de hauteur, creusé dans les grès rouge-orange par la branche nord de la Virgin River. Pour limiter le nombre de véhicules, le parc se visite principalement en bus. Le parc du Grand Canyon est situé au nord de l'Arizona. Les dimensions du Grand Canyon sont gigantesques. Il s'étend sur 450 km de long entre le lac Powell et le lac Mead. Sa profondeur moyenne est de 1300 mètres avec un maximum de plus de 2000 mètres. Sa largeur varie de 5,5 km à 30 km. L'endroit est le résultat spectaculaire du travail de l'érosion, notamment celle de la rivière Colorado qui coule en contrebas. Devant l'immensité du site, attirés par les lumières de la ville, nous renonçons à poursuivre notre visite. Il faudra revenir. Las Vegas est situé au milieu du désert dans l'État du Nevada. Les Mormons fondèrent la ville en 1855, qui devint au début du XXe siècle une bourgade agricole. Grâce aux lois libérales en matière de jeux de l'État du Nevada, la ville a acquis une renommée mondiale pour ses casinos et ses spectacles.
Las Vegas s'est révélé un lieu de séjour agréable. Ici, les loisirs ne manquent pas. Entre la visite des hôtels casinos, les jeux, les parcs d'attractions, le shopping et les spectacles, pas le temps de s'ennuyer, mais il est temps de retourner à la nature. De retour en Californie, nous choisissons de visiter le parc des séquoias géants qui abrite les plus gros arbres du monde avec un diamètre de plus de 30 mètres et une hauteur de plus de 80 mètres, soit un immeuble de 27 étages. Ils vivent jusqu'à 3000 ans. Les séquoias géants possèdent une écorce poreuse, dépourvue de résine, ce qui la rend résistant au feu et le protège des insectes. Le séquoia géant produit 2000 pommes de pin par an, mais ses fruits peuvent rester verts sur l'arbre plus de 20 ans. Seuls les feux de forêt permettent de sécher les pommes pour libérer les graines qui ne trouvent pas de concurrence sur le sol calciné. Si les feux naturels ne sont pas assez fréquents, des incendies sont allumés volontairement par l'homme, entraînant parfois des catastrophes. Après ce séjour chez les géants, nous voici dans le parc national de Yosemite, à l'est de San Francisco. Ces chutes d'eau et ces dômes granitiques spectaculaires attirent chaque année des millions de randonneurs et de grimpeurs venant du monde entier. Le Yosemite est un parc de haute montagne dont la diversité naturelle et paysagère a été reconnue patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO en 1984. La surface du Yosemite est de 3079 km², dont 94% sont classés, mais les touristes ne visitent que 36 km², soit 1% du parc, essentiellement dans la vallée de Yosemite. Depuis Glacier Point, nous partons rejoindre le Half Dome, sommet mythique pour les grimpeurs.
Nous longeons la côte californienne en direction de San Francisco et découvrons la faune et la flore du Pacifique Nord. Do you see one? There's like two or three of them right there. La visite de San Francisco commence par le fameux pont du Golden Gate. San Francisco est la ville américaine la plus dense en population après New York. 14e ville du pays, elle compte plus de 7 millions d'habitants dans l'agglomération. En dehors du Golden Gate, les principaux points d'intérêt de la ville sont l'île d'Alcatraz, la Transamerica Pyramid, la Coit Tower et les Cable Cars. Elle est aussi connue pour ses quartiers chinois ainsi que pour ses nombreuses collines. San Francisco représente un foyer culturel, économique et touristique majeur en Californie.
C'est ici, à San Francisco, que se termine notre périple à la découverte de l'ouest des États-Unis. Ce tour express de 4 semaines nous aura donné un bon aperçu de la richesse de cette région du monde entre montagnes et océans. Nous reviendrons pour découvrir d'autres paysages et consacrer plus de temps à un site en particulier et goûter à nouveau au chaleureux accueil des Américains. Thank you.